Donc la gestion des grands répertoires, le répertoire le plus connu que gère l'INSEE, c'est le répertoire Sirène, c'est-à-dire ce sont des données administratives des entreprises. Chaque fois qu'une entreprise se crée, elle s'immatricule et on lui attribue ce qu'on appelle le code Sirène, c'est le code entreprise, et un code SIRET qui est le code établissement avec la déclaration d'une activité principale. Donc ce fichier qui représente en Île-de-France 1,2 million environ d'entreprises et environ 5 millions au niveau national, on le verra, est aujourd'hui en open data, ce qui est vraiment un grand progrès pour l'accès aux données, notamment quand on travaille sur de la statistique. Et bien sûr, diffuser ces statistiques et ces études. Donc on le verra, toutes les données d'enquête sont analysées au niveau national. Alors au niveau régional, malheureusement, toutes les données ne sont pas exploitées. C'est pour ça qu'à la Chambre de commerce, on a un accord avec l'INSEE qui, quand c'est possible, nous met à disposition les résultats des enquêtes au niveau régional, donc gratuitement, et nous faisons la rédaction et l'analyse de toutes les données, que nous mettons ensuite, bien sûr, à disposition des entreprises. Et enfin, perfectionner ces méthodes et évaluer la qualité, c'est-à-dire que l'INSEE a une cellule de recherche et de statistiques et constamment revoit ses méthodologies d'enquête, sachant que chaque fois qu'un ministère souhaite faire une enquête ou que l'INSEE souhaite faire une enquête, cette enquête est présentée au comité du label auquel j'appartiens. Le comité du label, on analyse en fait la méthodologie statistique et on labellise ou pas l'enquête. Donc c'est le tampon pour dire que ça respecte les règles de l'art statistique. Et aussi on peut déclarer l'obligation de répondre pour les entreprises. Donc vous imaginez bien que lorsque l'INSEE souhaite enquêter des entreprises où l'univers des entreprises est restreint, par exemple la grande distribution, il y a une obligation légale qui est imposée pour la grande distribution de répondre à ces enquêtes, sinon il y a des pénalités financières. Et en fait, contribuer à la construction de la statistique européenne internationale, il faut savoir que l'INSEE répond à une obligation européenne qui est la mise en ligne de certaines statistiques demandées au niveau d'un organisme qui s'appelle Eurostat, qui impose aussi une méthodologie, ce qui nous permet d'avoir accès, puisque les données sont en open data, à toutes les statistiques européennes, et on sait que la façon de procéder est homogène. Donc rapidement, bien sûr, il y a de nombreux autres pourvoyeurs de données en France. Donc je citerai les douanes pour les données de commerce extérieur, l'ACOS, qui est l'organisme qui collecte auprès des entreprises toutes les taxes salariales. Donc ce sont des données notamment en nombre de salariés par établissement. Pôle emploi, donc sur les données sur les demandeurs d'emploi, la Banque de France, donc, qui a accès aux comptes des entreprises et qui aussi sort des statistiques sur les entreprises et réalise des enquêtes auprès des entreprises, les ministères, bien entendu, les syndicats professionnels au travers de leurs adhérents. Alors, les enquêtes officielles, donc en fait pour mesurer l'évolution du PIB, comme je vous disais, il n'est pas possible en tenter de collecter toutes les valeurs ajoutées des entreprises. L'INSEE, pour cela, enquête les entreprises pour savoir où en sont leurs activités, leur niveau de stock, ce qui leur permet de faire des prévisions sur le PIB qui sont plutôt justes, puisque le PIB est ensuite revu à 0,1, 0,2 points avec en N+1. Des enquêtes thématiques globales auprès des entreprises, donc par exemple ça peut être sur les conditions des salariés, sur les investissements dans l'environnement, ou des enquêtes plus ciblées. Je citerai l'enquête auprès des créateurs d'entreprises, donc l'enquête ciné,
qui a lieu en temps N, N+3 et N+5, c'est-à-dire qui sont les entreprises qui se créent, qu'est-ce qu'elles sont devenues 3 ans plus tard. Donc il faut savoir que 3 ans plus tard, la défaillance est de l'ordre de 25%, et ce qu'elles sont devenues 5 ans plus tard, et là la défaillance est environ 5 ans. Et des enquêtes ponctuelles des organismes tiers, donc la Chambre de commerce réalise de nombreuses enquêtes auprès des chefs d'entreprise pour avoir des réponses à des problématiques, on va dire, d'actualité. Donc nous venons de lancer une enquête sur l'impact du coronavirus, dont on vient de sortir les résultats pour montrer que 40% des entreprises sont déjà impactées par le coronavirus, avec notamment des problèmes d'approvisionnement en matériel électronique dû au ralentissement du commerce mondial avec la Chine. Donc concernant la mise à disposition des données, un énorme pas, c'est la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Donc un des volets concerne la circulation des données et du savoir. Il faut savoir que la mise à disposition des données n'est plus l'exception mais devient la règle. C'est ce qu'impose cette loi et qui demande aux organismes l'ouverture des données publiques et d'intérêt général. Donc toutes les administrations publiques ont une obligation de mettre leurs données en open data, ainsi que les collectivités de plus de 3500 habitants. Donc notamment aujourd'hui, je vous parlais du répertoire Sirène. Avant il était vendu, aujourd'hui vous le trouvez en open data, avec une mise à jour mensuelle, ainsi que toutes les données d'enquête de l'INSEE. Avant, même pour les chercheurs, il fallait faire une demande pour avoir des données. Aujourd'hui, la plupart des données sont en open data et peuvent être téléchargées directement sur le site de l'INSEE. Mais sachant aussi qu'il y a eu la création d'un service public de la donnée, donc via la mission Etalab, et vous trouvez sur le site data.gouv.fr pratiquement toute l'exhaustivité des données publiques. Oui. Voilà. Et bien sûr, un libre accès aux écrits de la recherche publique, ce qui permet aux chercheurs aujourd'hui de mettre à disposition gratuitement l'ensemble de leurs données. Je vous remercie pour votre écoute et reste à votre disposition. Merci beaucoup, très éclairant. Je vous précise que dans le deuxième volet, on va revenir avec des résultats. Chacun des conférenciers vont revenir avec des résultats, des analyses qui donnent le potentiel, qui vont démontrer le potentiel analytique des différentes bases de données ou ensembles de données qui sont collectées. Alors maintenant, j'invite Douré Gréco de Statistique Canada à venir nous présenter ces données. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Douré Gréco de Statistique Canada. Je vais vous présenter certaines données sur les entreprises à Statistique Canada. Il y en a beaucoup de données d'entreprises, mais moi pour cette présentation je me suis focalisé simplement sur les entreprises, sur les données qui permettent de regarder non seulement les entreprises, mais aussi les personnes qui sont derrière ces entreprises, c'est-à-dire les propriétaires d'entreprises. Donc, vu que je suis pris par le temps, je vais passer assez vite sur certaines choses. Donc, je vais vous montrer les données et aussi parler un peu plus du modèle d'accès. Carole en a un peu parlé il y a quelques minutes, mais le modèle d'accès pour les données d'entreprise est un peu différent, donc je vais en parler aussi. Donc, la première base de données dont je veux parler, c'est une base de données qui me tient à cœur, qui s'appelle le SEED en anglais. C'est plus simple à dire SEED, je suis désolé, c'est vrai que c'est une conférence francophone, mais c'est plus simple à dire SEED que BDCEE. Donc ça, c'est quelque chose que je veux dire à mes collègues qui sont en charge souvent de chercher des acronymes. Je trouve que les acronymes en français sont toujours plus lourds. C'est bizarre, mais ils sont toujours plus lourds. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être, sur laquelle on devrait travailler.
Donc la base de données SID, qui veut dire base de données sur la dynamique canadienne entre employeurs et employés, c'est en fait, c'est pas une base de données, en fait, c'est un environnement de couplage qui commence de 2001 à 2016. Je pense que c'est plus simple d'aller au travers de cette figure. Je sais très bien que cette base de données, pour bien en parler, ça peut prendre quelques heures. Donc, je veux juste que vous ayez quelques points pour que vous disiez « Ah, Statistique Canada, il travaille dur. » Donc, chaque figure que vous voyez ici, en fait, ça représente un ensemble de données. Et des données qui sont à différents niveaux. Les figures qui sont sur la gauche, donc chez moi ici c'est en jaune, mais on va dire en orange sur cet écran, sont des données qui sont au niveau individuel. Les données qui sont en bleu sur la droite sont des données qui sont au niveau entreprise, et les données qui sont au milieu sont des données qui ont de l'information au niveau de l'entreprise et au niveau individuel. Et l'intérêt de cet environnement de couplage, c'est qu'il est possible de faire, quand je dis couplage, ça veut dire appariement aussi, parce que c'est dépendamment des pays. Couplage, appariement, pour moi, c'est la même chose. Donc, en fonction de l'appariement qui est d'intérêt pour le chercheur, il est possible de prendre, par exemple, le fichier qui est à gauche, le BDIN, en anglais, c'est IMDb, qui est en fait un fichier sur les immigrants. Donc, ce fichier liste tous les immigrants toutes les personnes qui sont devenues résidents permanentes depuis 1980 au Canada. Donc moi je suis forcément dans cette base de données, je reconnais quelques personnes qui devraient y être aussi. Donc on peut faire un appariement de cette base de données avec une base de données qui s'appelle le T4, qui est en fait le fichier qui a le relevé d'impôts sur les salaires des personnes. Donc le T4 c'est vraiment les employés. Pour résumer, le T4 c'est les employés. Et dans ce fichier T4 on a de l'information donc sur l'employé, donc sur la personne qui est employée, mais aussi on a l'identifiant de l'entreprise. Donc un chercheur peut avoir en tête une recherche qui veut regarder les immigrants et le type d'entreprise dans laquelle cet immigrant travaille. Donc il est possible avec le fichier FMLNCN, en anglais c'est NAMF, c'est beaucoup plus simple. Donc le gros rectangle bleu, d'avoir de l'information sur l'entreprise. Donc par exemple le nombre d'employés, la localisation de l'entreprise, le secteur d'activité. Pour les personnes comme moi qui sont intéressées par la recherche sur les entrepreneurs, on a des fichiers dits ADEX 50, donc c'est le rectangle qui est tout en haut, qui liste en fait les propriétaires d'entreprises dites incorporées. Ça correspond plus ou moins au SARL en France, on va dire. Et il y a les fichiers sur les travailleurs autonomes, donc c'est le gros rectangle qui est en bas. Donc on peut, parce qu'il y a une littérature qui est très claire sur la différence entre travailleurs autonomes et propriétaires d'entreprise. Donc dans cette base de données SID, on peut faire cette distinction et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres bases de données. Je vais m'arrêter là parce que c'est une base de données qui me tient à cœur, je pourrais continuer. Donc je vais m'arrêter là. Donc simplement ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est un environnement de couplage qui permet d'aller assez loin en termes de recherche. Ça je vais le sauter, mais je pense parce que on va en reparler dans la session suivante sur l'utilisation de cette base de données. Donc une deuxième base de données qui est importante pour faire de la recherche sur les entreprises et les entrepreneurs, c'est la base de données c'est l'enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises. En français, c'est EFCPME. Donc, ce sont des enquêtes transversales qui datent depuis 2000 et depuis 2011 elles sont aux 3 ans. C'est en fait un partenariat entre Statistique Canada et plusieurs institutions comme le ministère de l'Industrie et la BDC, où Sylvie travaille, la Banque de développement du Canada. Et en fait, l'intérêt de cette enquête, c'est qu'on a l'enquête pour une année donnée, mais il est possible de faire un appariement avec des données fiscales autour de cette année d'enquête. Donc par exemple, si un chercheur est intéressé par l'enquête de 2014, il est possible pour ce chercheur de demander des données fiscales un peu avant 2014, donc disons peut-être de 2010 jusqu'à 2017, ce qui permet d'avoir de l'information à l'année T. C'est une différence d'école, vous disiez année N, nous on dit souvent année T, mais donc pour avoir des informations de l'année T, disons de l'année T-3, T pour l'enquête, et puis T+3 par exemple, sur
sur des données fiscales qui permettraient d'avoir de l'information sur le secteur d'activité, le nombre d'employés par exemple. C'est un échantillon d'employeurs ayant moins de 500 employés et aussi des entreprises qui ont conclu un contrat avec Travaux Publics Canada. Les points d'intérêt de cette enquête sont multiples. Il y a par exemple de l'information sur les besoins de financement. Donc on demande aux propriétaires, avez-vous fait des demandes de financement? Quel genre de demande de financement vous avez fait? Est-ce que vous avez pu répondre à vos besoins de financement? Donc c'est assez détaillé. Le type de financement que ces PME ont reçu, est-ce que c'était un emprunt, une ligne de crédit, ou crédit bail, de liquidité comme des actions? Sur certaines de leurs activités comme les exportations, recherche et développement, innovation, le plan de croissance aussi. Donc on peut avoir une idée des perspectives de l'employeur et c'est là l'intérêt de voir un appareillement avec les données fiscales parce que si le propriétaire, disons, avait des perspectives positives, on va dire en 2014, on peut vérifier dans les données fiscales si ces perspectives positives se sont vraiment réalisées d'une certaine manière. Il y a aussi de l'information sur la participation aux appels d'offres. Et chose importante, on a de l'information sur, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a de l'information sur le propriétaire principal en termes d'âge, éducation, expérience, pays d'origine, langue et le pourcentage. Aussi savoir si c'est une entreprise qui appartient aux hommes, plus aux hommes, aux femmes. Et quelque chose qui est important aussi au Canada, c'est la dimension autochtone. Donc on peut avoir une idée aussi autochtone, communément ici on va dire indien, donc si les personnes sont indiennes, mais c'est un peu péjoratif maintenant au Canada, donc on préfère dire autochtone. Je vais revenir rapidement sur le site. Dans le site on peut avoir aussi, je ne vais pas montrer ça, on peut avoir aussi de l'information sur l'âge, le pays d'origine et savoir si la personne est homme ou femme. En termes d'utilisation de la deuxième base de données dont je parle, on peut avoir des comparaisons sur les barrières de financement. Donc par exemple, est-ce que les entreprises qui appartiennent aux femmes ont plus de difficultés que celles qui appartiennent aux hommes à avoir du financement? On peut avoir aussi l'utilisation du financement par les startups. Donc on peut faire un contrôle sur l'âge de l'entreprise. On peut étudier l'emploi, la rémunération et les tendances de participation aux appels d'offres. Donc là, je vais passer au volet accès aux données. Il y a plusieurs défis. En fait, tout à l'heure, je disais qu'il y a une différence d'accès. Carole vous a montré la carte du Canada où il y a plusieurs centres où les données sont accessibles. Les données sociales sont accessibles. Les données d'entreprise, pour l'instant, sont accessibles. Si on montrait la carte, c'était un seul point. C'est seulement au siège à Ottawa que les données d'entreprise sont disponibles pour l'instant. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première raison, vu le temps, je ne vais peut-être pas aller dans le détail, mais en gros, la difficulté pour les données d'entreprise, c'est que c'est beaucoup plus facile d'identifier les grandes entreprises. Donc par exemple, c'est difficile de cacher Walmart dans les données. C'est difficile, si un chercheur veut faire sortir des résultats, on fait toujours des contrôles, ce qu'on appelle contrôle de divulgation. Et ces contrôles sont beaucoup plus difficiles pour les grandes entreprises, mais aussi quand on s'intéresse à des petites géographies. Donc si par exemple un chercheur est intéressé seulement à ce qui se passe dans la région, disons la région de Montréal, Toronto, qui sont de grandes villes, c'est peut-être possible, mais si quelqu'un est intéressé par le Nouveau-Brunswick, je suis sûr que peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est comme une province, une petite province au Canada. Il y a des chercheurs qui sont intéressés par cette dynamique régionale. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a peut-être une ou deux entreprises qui sont très grosses. Et si un chercheur est intéressé par une étude régionale et sectorielle, c'est très vite, on passe de, disons, de 100 entreprises à 5, 2, 3. Et là, ça devient très difficile pour nous de protéger les informations. Donc c'est important pour nous, quand on reçoit des propositions, de guider le chercheur pour lui dire c'est intéressant, mais c'est peut-être pas possible. Est-ce que c'est pas mieux d'agréger à un autre niveau? Donc au lieu de regarder qu'une province, peut-être une région. Au lieu de regarder qu'une métropole, peut-être que c'est mieux de regarder la province ou encore une fois une région. Et il y a aussi l'aspect conflit d'intérêt qui est très important, parce que pour les données sociales, il y a peu de personnes, à mon avis, qui seront prêtes à, disons, payer pour savoir combien gagnent leurs voisins, alors que pour les entreprises, il y a une motivation commerciale.
quelqu'un qui est propriétaire d'entreprise peut être intéressé à vouloir aller voir dans les données comment font ses compétiteurs pour lui-même ajuster, disons, ses stratégies. Donc, il y a aussi un contrôle sur les conflits d'intérêts qui est beaucoup plus important pour l'accès aux données d'entreprise. Tout ça pour dire que les données sont disponibles que dans un seul centre. On a environ 120 chercheurs avec environ 150 projets actuellement au CEDRE. Donc, je suis allé très vite, mais c'est le Centre canadien d'élaboration de données et de recherche économique qui fournit plusieurs services, donc l'accès aux données, mais aussi on a une certaine expertise en appareillement, donc on peut conseiller les chercheurs en termes d'appareillement qui seraient bons pour leur recherche. Et on fait nous-mêmes de l'élaboration de données. Donc par exemple, la base de données CID que j'ai montrée, c'est vraiment le fruit de nos propres travaux. Parce que comme on a un volet recherche, ça nous permet de non seulement mieux connaître les données, et fournir par la suite, une fois que les données sont prêtes, les fournir et les rendre disponibles aux chercheurs. Le modèle du CEDRE s'articule autour des 5 CIFS, et c'est un peu la même chose pour les centres, les CDR. Je ne vais pas aller dans le détail encore une fois, mais c'est dit, si vous voulez, le modèle actuel est assez rigide. Parce qu'il y a 5 choses, vraiment projet sûr, le lieu sûr, gens sûrs, données sûres, produits sûrs. Et ces 5 choses-là doivent être en place pour que quelqu'un puisse avoir accès aux données. On est en train, comme je disais, on est en train de modifier le modèle pour le rendre un peu plus flexible et on joue sur les points qui sont en rouge, donc le lieu sûr, donc les données dans le futur seront disponibles ailleurs qu'à Ottawa. Ouais, j'ai fini, c'est la dernière slide. Les données seront disponibles ailleurs qu'à Ottawa et on a déjà des projets pilotes qui sont en place. Les gens sûrs, on est en train de faire des ententes avec d'autres institutions pour que les personnes aient accès à de vraies données. Parce que je ne l'ai pas dit, mais les données sont généralement fournies de manière synthétique pour que les personnes puissent développer leurs codes et une fois que leurs codes sont prêts, ces codes sont roulés sur les vraies données. Et finalement, on change aussi, on est en train de créer des bases de données dites sûres qui pourront être placées à l'extérieur du siège à Ottawa. Donc la chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que dans le futur, on est en train d'introduire un peu plus de flexibilité dans le modèle pour que les données soient disponibles ailleurs qu'au siège. Donc là, merci. Je suis pas sûr que je sache. On va maintenant inviter notre conférencier par Skype. Pourquoi ils ne me disent pas Paris? Ah, c'était celle-là, de toute façon. Oui, c'est la sienne, c'est la sienne, ouais, c'est la sienne. C'est la première. Et pour avoir ça, je sais. Son visuel, je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Est-ce que... Ah, bonjour. Je vais appuyer sur les slides, si j'ai des slides. Ok. Ah, d'accord. Oui, parfait. Voilà, c'est... Est-ce que vous l'entendez? Non? Ah, on va essayer comme ça. Est-ce que vous l'entendez mieux là? Est-ce qu'on m'entend maintenant? Très bien. Ouais. Sinon, je vais augmenter un peu le volume ici. Je pense que ça doit... Le volume est au maximum ici, donc est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va mieux. Merci. Parfait. Ok, donc du coup, si quelqu'un pouvait appuyer sur les slides, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là, on est vraiment, on a la première, et vous me dites quand vous êtes prêt, je change de slide. Voilà, super, Edouard. Voilà, donc je vais très rapidement vous présenter d'abord en fait c'est quoi le centre de développement de l'OCDE et rapidement vous dire quelques mots sur notre programme de travail sur les données en Afrique et avec l'Afrique. Donc le centre de développement de l'OCDE, c'est la preuve que l'OCDE ne travaille pas que sur les pays de l'OCDE. C'est une
pays non membres de l'OCDE. Donc la slide suivante va vous montrer en fait sur les centres de développement, on a 56 pays membres au centre de développement, dont 26 sont membres de l'OCDE et les 30 sont non membres de l'OCDE, dont la Chine, l'Inde, le Brésil et 11 en Afrique. 11 pays en Afrique, le Sénégal, le Maroc par exemple, sont tous membres ici au centre de développement, comme vous le voyez. Et donc, ces pays-là, l'objectif c'est de les mettre ensemble, de travailler à la fois, bien sûr, sur les questions d'intérêt de partage d'expérience entre ces pays, mais aussi nous, de notre côté, notre métier, c'est à 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est faciliter cette table ronde de discussion sur les politiques. Second travail, c'est la production des données fiables. Et puis, bien sûr, et troisième volet, c'est vraiment tout ce qui est utilisation aussi des données à but de faire des rapports qui vont servir à éclairer les politiques. Donc la slide suivante, ça c'est pour vous dire que cette première présentation, moi je vais me focaliser davantage sur le travail d'harmonisation et de facilitation d'accès aux données que le centre de développement fait avec l'AFRIC. Parce que le centre de développement de l'OCDE, donc la slide suivante, on a plusieurs thématiques de travail à travers plusieurs types de produits. Donc des produits comme les rapports annuels sur l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, et les rapports mondiaux aussi sur le développement, mais aussi les rapports sur les startups par exemple. C'est pas seulement qu'il y a en Afrique chaque fois, c'est vraiment dans les pays de l'OCDE, dans les pays en développement, etc. Donc toutes les données qu'on a, ils permettent une comparabilité internationale. Donc la dimension genre, donc la thématique genre est une thématique de travail ici. Et on a des analyses approfondies des stratégies des pays, ce qu'on appelle les analyses multidimensionnelles. Par exemple, on en a fait au Maroc sur évaluer le modèle de développement. Qu'est-ce qu'on peut dire du modèle de développement du Maroc, les acquis jusqu'à présent? Quels sont les créneaux, étant donné l'environnement international aujourd'hui, quels sont les créneaux sur lesquels le Maroc pourrait bâtir pour aller de l'avant? Donc dans ces cas, par exemple, une des analyses claires, c'était clair en fait, actuellement, les modèles de développement avec les métiers mondiaux du Maroc a permis en fait l'émergence de quelques entreprises leaders très forts, OCP, etc., très très forts, et toute une panoplie de petites entreprises, parfois familiales, assez dynamiques, mais qui ont un ou deux clients à l'étranger seulement, et entre les deux, en fait, les milliers intermédiaires manquaient, par exemple, dans la structure entrepreneuriale au Maroc. Ce qui fait qu'en fait, les grandes entreprises avaient un peu du mal encore à travailler avec les petites entreprises. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'on fait. Donc, et puis, bien sûr, les analyses de politique de dialogue. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, la slide suivante, c'est une approche collaborative. Je crois que Madame Sabelli a souligné, par exemple, le fait qu'il y a l'Eurostat. L'OCDE travaille avec ces institutions Eurostat et, par exemple, dans le cas de l'Afrique, Afristat, Stat Afrique. Stat Afrique qui est l'équivalent de Eurostat en Afrique, créé par l'Union africaine il y a 2 ans, dont le siège à Tunis. Donc là, ils ont besoin de mettre une harmonisation en place. Sur la slide suivante, on va voir, par exemple, notre but ici, c'est dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, permettre à ces institutions et les pays d'harmoniser leurs bases de données de façon cohérente
et surtout se mettre d'accord sur les différentes définitions, etc. Donc, dans beaucoup de domaines. Donc, on a commencé par exemple par ce qui est le plus facile, l'harmonisation très détaillée des statistiques des recettes publiques, fiscales, non fiscales, la fiscalité, la structure fiscale dans chaque pays, la définition, par exemple, qu'est-ce que c'est que les royalties, il y a beaucoup de définitions différentes, donc on se met ensemble avec les spécialistes du pays, nos spécialistes, pour échanger et pour se mettre d'accord sur une définition commune qui permette l'harmonisation des données déjà existantes. Donc, la slide suivante, il y a aussi, ce n'est pas seulement ce travail d'harmonisation, mais il y a toute une interface interactive, l'outil interactif pour mettre à disposition ces données-là. Donc, il y a à la fois ces données publiques d'origine des institutions publiques, mais aussi il y a des données, parfois des données de type commercial qu'on travaille et met à la disposition des chercheurs, des politiques, etc. Les données de type Orbis, par exemple, la base de données sur les patentes, les licences, voilà, donc les dépôts de licences, etc. Les données sur les grandes multinationales, leurs activités, etc. Donc Monsieur Parlé, il vous reste 5 minutes. Excusez-moi de vous interrompre, il vous reste 5 minutes. Très bien. Donc en 5 minutes, je vais y arriver. Donc il me reste 4 slides, donc c'est parfait. Alors, donc la slide suivante, ces données, pour les mettre à disposition, parce qu'il faut à la fois les données brutes, mais aussi des données qui contiennent beaucoup d'identifiants, comme je crois, Douer avait mentionné, par exemple, il y a plusieurs identifiants possibles, mais tous les identifiants, il faut les anonymiser. En fait, il faut un travail préalable pour qu'ils ne soient pas divulgués des informations sensibles, etc. Donc, ce travail est fait en amont aussi avec l'aide de nos spécialistes ici. Donc, on a plusieurs dimensions, par exemple la dimension genre, mais aussi la dimension pays, recoupement, etc. La slide suivante, dans les outils interactifs, vous avez la possibilité aussi, avec ces indicateurs et de notre pays, de comparer rapidement l'évolution de votre pays, non seulement de votre pays ou de votre sous-région, mais aussi en comparaison avec d'autres pays du monde. Et puis, l'ajout de tous les identifiants ISO, Alpha 3, par exemple, des pays, etc., pour pouvoir, en fait, préparer, en fait, ces données à être mergées, fusionnées avec d'autres données que les chercheurs auront à leur disposition, parce qu'il y a plusieurs sources de données, il va falloir pouvoir fusionner ces données. Et ma dernière slide, là, il y a beaucoup d'outils de téléchargement. Donc, la plus connue, c'est OECD.stat, dans lequel vous avez en fait toutes ces bases de données, c'est beaucoup d'informations, vous pouvez y passer des heures très rapidement. Mais aussi, il y a des données plus simplifiées, par exemple, sur l'Afrique, vous pouvez aller sur l'annexe statistique du rapport dynamique du développement en Afrique, ou encore du rapport de revenus statistiques en Afrique. Et voilà, donc, ou bien les rapports sur les startups ou l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie, sachant que dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelques exemples. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tran. Maintenant, notre prochaine conférencière, Sylvie Raté, BTC. Comme ça. Oui, la chaise nationale. Comment je le mets?
Bonjour tout le monde, merci pour la belle invitation. C'est un plaisir d'être au Maroc. Donc, avant de commencer de vous parler un peu des données produites et utilisées par la BDC, en fait, on n'est pas un gros producteur de données, on est une banque. Je vais juste vous présenter brièvement l'organisation, passer un peu un portrait aussi du monde de la PME au Canada, très brièvement. Tout d'abord, on est une banque de développement. D'une corporation de la Couronne fédérale. J'aimerais mentionner qu'on a une entente de partenariat avec la Caisse centrale de garantie du Maroc dans le cadre du groupe de Montréal. Un partenariat où on échange de l'information sur les meilleures pratiques. C'est un groupe de banques de développement dans plusieurs pays, présent dans plusieurs pays, et on se rencontre régulièrement pour échanger sur les meilleures pratiques de financement pour évoluer nos offres de services. Donc, on est une organisation gouvernementale qui est complémentaire aux institutions de financement privé. On a au total 60 000 entrepreneurs qui sont clients de la Banque de développement du Canada. On est présent dans toutes les provinces, dans tous les territoires. Le siège social est à Montréal et nos clients sont très satisfaits. Ça, c'est nous qui le disons. On a 3 lignes de financement principales. En fait, on fait du financement. Le plus important, c'est le financement direct. C'est des prêts. On ne fait pas de garantie de prêts ou de subventions. Ce sont des prêts avec des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés que les taux d'intérêt offerts par les banques privées parce qu'on prend beaucoup plus de risques. Mais on fait tous les types de financement, que ce soit le capital risque, au financement le fonds de roulement, je voulais dire, financement de bâtisses, de machinerie. Donc ça, c'est la plus grosse partie de la BDC. On offre des services conseils de l'accompagnement aussi, tout type de services conseils, l'accompagnement en gestion. Et on remarque dans nos études d'impact qu'on a toujours beaucoup plus d'impact positif sur l'entreprise quand on accompagne le financement d'accompagnement. Et la dernière partie, on est le plus gros joueur de capital risque au Canada, surtout dans le pré-démarrage et démarrage pour des entreprises dans le secteur technologique à portée mondiale. Pour vous donner une idée de la répartition de notre portefeuille brièvement, on a un portefeuille de 30 milliards de dollars. Le quart du portefeuille dans le secteur manufacturier, c'est un secteur important. À l'origine, la BDC, c'était la banque de reconversion de l'industrie manufacturière de guerre. En fait, on a été créé il y a 75 ans, mais on finance plusieurs secteurs d'activité, dont le secteur du tourisme qui est un petit peu délaissé par les institutions financières privées. Les PME, c'est très important, c'est presque l'ensemble des entreprises au Canada. On a 1,1 million de clients potentiels, on occupe vraiment une petite part du marché. 90% des emplois du secteur privé se retrouvent dans la PME. Et la façon dont nous définissons la PME au Canada, c'est moins de 500 employés. Et la contribution au PIB est de la moitié, en fait 1 million de dollars, et la moitié du PIB privé. Les sources principales de données utilisées par la BDC, en fait, on s'appuie énormément sur Statistique Canada parce que c'est une corporation de la couronne sœur. On est sous le même ministère de l'Innovation, de la Science et de la Technologie. Et on utilise beaucoup les bases de données que Douré a présentées, les bases de données fiscales sur les entreprises, parce qu'à la BDC, on collecte des informations. On a les états financiers de nos clients, mais il y a beaucoup de trous dans les données. On n'a pas la capacité de faire des analyses longitudinales sur des périodes de 16 ans, par exemple, que Statistique Canada a la possibilité de faire. Donc, on fait des projets on a des projets de recherche avec Statistique Canada. On a bien travaillé avec les analystes de Statistique Canada. On n'a pas les ressources pour envoyer des chercheurs là-bas pour faire des analyses sur les données fiscales. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner des exemples d'analyses qu'on a réalisées au cours des dernières années. Également, comme Douré le mentionnait, on est un des partenaires financiers du sondage sur le financement et la croissance des PME, qui est une grande enquête réalisée auprès de 10 000 dirigeants de petites et moyennes entreprises. Une enquête très importante pour nous. C'est une enquête au niveau de la demande de financement. Et on participe aussi à une enquête
dans une enquête au niveau de l'offre de financement. Donc, tous les fournisseurs de services financiers, les organisations, les banques privées, les coopératives, les caisses de crédit, donnent de l'information sur les autorisations 2 fois par année. Donc, c'est l'enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement et d'entreprise. On fournit donc à tous les 2 mois de l'information sur nos autorisations, sur la taille du portefeuille. Donc, c'est une enquête importante. Et la 4e enquête qu'on utilise beaucoup à Statistique Canada, c'est l'enquête sur la population active au niveau des individus. En fait, c'est l'enquête qui permet de déterminer le taux de chômage. Et dans cette enquête-là, on a de l'information sur les travailleurs autonomes, autant ceux qui sont seuls que ceux qui ont des employés, incorporés ou non incorporés. On a un panel constitué, j'en parlerai un peu plus tard, un panel d'entrepreneurs aussi qu'on a créé à la BDC, sur une plateforme numérique qui nous permet de faire des enquêtes ponctuelles. On a un sondage sur la satisfaction à la clientèle qui est important et on fait aussi des enquêtes ad hoc, autant au niveau des consommateurs que des employés aussi, que des individus, que des PME, en fait, c'est une erreur, autant auprès des consommateurs que des PME. Pour voir quelles sont les tendances de consommation, c'est de l'information qu'on rend disponible à nos clients. Donc, le panel Point de vue, qui est un des panels les plus importants d'entrepreneurs, c'est une plateforme électronique qu'on a développée à la BDC qui nous permet d'envoyer trimestriellement des enquêtes. On fait presque plus de téléphonique, tout se fait maintenant par le web. C'est pas une enquête aléatoire, mais par contre, ça nous donne des bonnes informations sur, pour prendre le pouls de la PME sur la direction des intentions d'investissement, par exemple, ou des problématiques qui touchent les PME. Il y a 6000 membres du panel et c'est des entreprises qui décident sur une base volontaire de participer à nos enquêtes. Donc, il y a des entreprises que ça intéresse. En fait, ces entreprises-là trouvent intéressant de participer à des enquêtes parce que ça leur permet d'apprendre aussi sur différentes problématiques. On a 40% de clients, 60% de non-clients, un taux de réponse d'environ 10%, et ce sont de courtes enquêtes de 8 à 12 minutes. Et il y a un roulement, ce n'est pas toujours les mêmes entreprises qui participent aux enquêtes, c'est un panel électronique qui se renouvelle régulièrement. Donc, ça termine le premier bloc de ma présentation. Je pense que je suis dans les temps. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, on a une période d'échange, questions. J'espère, en tout cas, moi j'ai trouvé que les présentations de ce premier bloc sont très, très intéressantes et vraiment donnent envie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, quel genre d'analyse, d'études on peut mener à partir de ces bases de données-là. Et c'est ce qu'on aura dans le prochain bloc après la pause. On a une bonne quinzaine de minutes pour des questions, des échanges. On va vous demander, comme on le demande à chaque session, d'être bref pour pouvoir prendre le plus de questions possibles. Est-ce qu'on a un micro dans la salle pour les gens qui veulent poser la question? Merci. Merci. Bonjour, je suis Florian Jacob du Centre de recherche pour le développement international. J'ai 3 questions. Première question, c'est sur la collaboration des entreprises lorsque des données sont collectées.
l'expérience que nous avons dans le contexte des pays africains en particulier, c'est que lorsque les chercheurs essayent de collecter des données auprès de l'entreprise, il n'y a pas toujours de... Il faut vous éloigner de la baffe. Oui, donc l'expérience que nous avons dans le contexte de la plupart des pays africains, c'est que les entreprises généralement sont réticentes à collaborer avec les chercheurs, leur fournir des informations sur leurs activités. Dans votre cas, comment vous vous y prenez pour accroître la collaboration des entreprises? Et ceci me renvoie à la deuxième question. Lorsque cette collaboration est obtenue, comment vous vous y prenez pour vous assurer que l'information qui est fournie est la bonne information? Dans le contexte des pays de la région, très souvent, l'entrepreneur veut savoir en premier lieu s'il y a un quelconque rapport avec le fisc. Et déjà, quand on dit enquête, elles ont tendance à dire vraiment ça ne nous intéresse pas. Donc, dans vos cas respectifs, comment vous vous y prenez pour vous assurer que l'information fournie est la bonne information? Troisième question, nous sommes dans le contexte de la francophonie où nous essayons de promouvoir, je pense, des échanges à l'intérieur de la francophonie. Et cela pose la question de l'harmonisation de l'information qui est collectée. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont entrepris afin qu'en termes d'information statistique, l'information soit comparable d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'espace francophone? Et je m'arrête à cela. Merci beaucoup pour vos questions. Je demanderai peut-être à chacun des conférences. Oui, tout de suite. Je vais donner l'occasion à M. Traoré. Oui. Ah, ok. Ça. Oui, oui, si c'est possible. Oui, parce que c'est déjà 3 questions. Je vais donner l'occasion à M. Traoré de parler d'abord, de répondre. Donc, si je mets... Alors, monsieur, je pense que c'est la troisième question sur l'harmonisation des données. Par exemple, est-ce qu'il y a des efforts au niveau de la francophonie, etc. Dans les pays francophones en Afrique, il y a des efforts. Parce qu'il y a des espaces comme l'UEMOA ou encore même la CEDEAO et les cadres africains aussi, dans lesquels il y a une charte sur les statistiques, l'harmonisation des statistiques. Il y a un certain nombre d'institutions en charge d'harmoniser et d'appuyer aussi les systèmes statistiques nationaux pour pouvoir en fait les mettre aux normes. Mais le problème c'est parfois qu'il y a en fait les données, par exemple les données des centrales de bilan des entreprises par exemple, existent, mais pas souvent accessibles au niveau national là-bas, et ça c'est ce qui est dommage. Mais dans le cadre de la collaboration avec l'UNIDO et l'OCDE, on harmonise, on a accès à ces bases de données statistiques via les conventions déjà signées pour pouvoir en fait, les mettre à disposition. Merci beaucoup. Alors, voilà, je vais m'arrêter peut-être là pour l'instant. Oui, pour donner la chance à d'autres personnes de poser des questions, mais j'ai invité Madame Cédélia. Alors, rapidement, pour la statistique française, donc concernant les enquêtes dites officielles, il y a une obligation quand l'enquête est considérée comme étant prioritaire, il y a une obligation pour les entreprises de répondre. Donc en effet, ça simplifie la collecte, sachant que des entreprises préfèrent parfois payer les pénalités que répondre. Donc en effet, ça répond à votre question, parce que par manque de confiance, ou voilà. Donc on sait qu'il y a des grands groupes qui ne répondront jamais aux enquêtes. Sinon, concernant les enquêtes non officielles, c'est un vrai problème. Alors c'est vrai qu'en étant chambre de commerce, ça ouvre un peu les portes, parce qu'on est vu comme indépendant et
voulant apporter de l'aide à l'entreprise, mais on sait que si on demande les chiffres d'affaires ou voilà, des données dites sensibles, on aura une probabilité faible d'avoir ces données, donc on demande plutôt les informations par tranche, par tranche de chiffre d'affaires où les entreprises répondent plus facilement. Ensuite, c'était concernant la deuxième question. Est-ce que les informations sont exactes? Alors ça, c'est toujours le problème. Il y a une loi en France qui concerne la simplification administrative, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus le droit de collecter de l'information qui est publique. L'INSEE n'a pas plus le droit, par exemple, si elle a accès au chiffre d'affaires, de collecter cette donnée, si elle est considérée comme publique. Mais après, c'est le propre de toutes les enquêtes. Il y a des déclarations et on ne sait pas, en effet, si la déclaration est vraie ou pas. Si on n'arrive pas à la rapporter à des données dites brutes et de collecte administrative. Voilà. C'est de l'opinion, quelque part. Même si la donnée quantitative récoltée, c'est de l'opinion. Merci Flaubert pour tes questions. Concernant la collaboration avec les entreprises, bon, comme Mme Savelli a dit, nous, pour certaines de nos enquêtes, certaines enquêtes sont obligatoires. Celle que j'ai montrée là ne l'est pas, mais pour Statistique Canada, le point de base, c'est toujours la confiance. Donc, dans ma présentation, j'espère que vous avez senti qu'on fait beaucoup d'efforts sur la confidentialité des entreprises. Donc, c'est un point essentiel chaque fois qu'on discute avec les entreprises. Moi, je ne suis pas impliqué dans la collecte des données, mais c'est le mot d'ordre, c'est vraiment toujours rassurer les entreprises, ou les personnes d'ailleurs, que leurs données sont en sécurité. Nous, on a des protocoles, on en parlait un peu, on a des protocoles qui garantissent la confidentialité des données. Moi, par exemple, je n'ai pas accès à toutes les données de ma division, je n'ai pas accès à toutes les données de Statistique Canada, et c'est pareil pour tous les collègues de Statistique Canada. Donc, en mettant en place il y a des théories économiques qui parlent de ça, un contrat de confiance. Quand on a confiance, on peut partager plus d'informations. Beaucoup de nos informations, surtout dans la base de données CID, sont des données fiscales qui viennent de l'Agence du revenu du Canada, qui elles sont obligatoires, donc toutes les entreprises sont obligées de les collecter. Mais encore une fois, on a des accords avec l'Agence du revenu qui nous donne un cadre clair de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les données ne peuvent pas aller pour l'instant sur l'étendue du territoire. Elles sont vraiment localisées dans un endroit. L'accord avec l'Agence du revenu est très clair. Il n'y a qu'un seul endroit où les données sont disponibles. En termes d'harmonisation, Statistique Canada fait partie de l'OCDE. Et je pense que même dans en bon français, le design des enquêtes, il y a une certaine harmonisation qui est faite dès la prise d'informations. Et dans même le traitement, ou même dans... on essaie même quelquefois de faire de l'harmonisation au niveau des recherches qui sont faites pour que les données soient attaquées entre guillemets de la même manière pour voir s'il y a une certaine cohérence aussi, non seulement entre pays, mais à l'intérieur du Canada par exemple, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'harmonisation non seulement des questionnaires, mais aussi s'assurer que les informations qui sont collectées sont cohérentes dans le temps et puis de manière géospatiale. Merci. Merci pour votre question. C'est une très bonne question là, sur la qualité des données. Notamment, d'une part, toutes les enquêtes pour nous, c'est volontaire, c'est jamais obligatoire. Donc, l'entrepreneur, il a le choix de répondre ou pas. En général, il n'y a pas d'incitatif à donner de la fausse information. On leur dit que c'est confidentiel, on leur dit qu'on va aussi publier un rapport agrégé. Donc, s'ils veulent que le rapport de la valeur, pour eux, ils ont l'intérêt à donner la bonne information. Et ensuite, ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions, notamment sur les données financières d'entreprise. Mais on remarque que beaucoup d'entrepreneurs au Canada sont très ouverts à donner de l'information. Il y en a qui sont vraiment très, très transparents. Puis, on ne demande jamais d'informations précises. On fonctionne toujours par braquette aussi. Donc, ça permet de donner une idée générale des données financières. Et quand on reçoit les données, on fait du nettoyage aussi pour enlever toutes les valeurs extrêmes. Ça permet aussi d'éviter les erreurs. Donc, c'est un petit peu ça. Mais on suit beaucoup aux enquêtes de Statistique Canada et nous, même à la BDC, même si on est
mais aussi une corporation de la couronne fédérale, on n'a pas accès aux données, aux micro-données confidentielles. Merci. On va passer à la prochaine question. Il y aurait combien de personnes qui voudraient poser des questions pour avoir une petite idée? Encore? D'accord. Alors, si on peut garder les questions brèves et les réponses brèves. C'est le pouvoir, c'est une CRD aussi à Ottawa. Ma question, c'est une très courte question rapide pour notre ami de l'OCDE à Paris. C'est quoi la différence entre Stat Afrique, dont il a mentionné, Afristat, qui existe aussi depuis des années? C'est quoi la différence et les liens, s'il y en a un? Vous avez bien compris la question? Je vous laisse la parole. Oui, j'ai compris la question. La différence entre Stat Afrique et Afristat. Ouais. Est-ce que vous voulez prendre d'autres questions ou bien vous voulez que je réponde rapidement à ça? Non, vous pouvez répondre. Vous avez ta réponse. En fait, Afristat existe depuis une quinzaine d'années sur les pays francophones notamment et avec l'appui, par exemple, de notre département Paris 21 ici à l'OCDE. Mais ça c'était pour renforcer les capacités statistiques de ces pays francophones, c'est-à-dire l'harmonisation, etc. C'était une initiative autonome. Mais Stat Afrique, ça existe depuis seulement 2017 dans le cadre de la stratégie d'harmonisation continentale africaine. C'est harmoniser toutes les statistiques dans tous les pays francophones, non francophones en Afrique et de façon à ce que ces données aussi soient comparables à l'international. Donc c'est l'équivalent de l'Eurostat en Europe par exemple, pour pouvoir vraiment regrouper, donc c'est harmoniser davantage et en faire une plateforme d'accès aux données. Mais bon, c'est à ses débuts, donc c'est opérationnel depuis 1 an, donc les données commencent à progressivement à se mettre en place. Voilà. Merci beaucoup. Autre question? Oui, monsieur, oui. Merci pour vos brillantes présentations. Je suis Aimé Kokou-Daléon du Bénin. Je voudrais avoir plus d'éclaircissement par rapport à certains points abordés par Madame Carole Vincent sur le SIX. Vous avez dit que vous donnez des formations et parfois des bourses aux chercheurs, donc je voudrais avoir un peu plus de détails sur la population cible et les conditions particulières pour bénéficier de vos formations et de vos bourses. Merci. Merci de votre question. Alors, notre programme de bourse s'adresse aux étudiants de maîtrise et doctorat qui mènent déjà un projet au centre. Donc, typiquement, c'est avec des étudiants dans différents programmes universitaires au Québec, sous la direction de d'un professeur. Alors, c'est une fois que une fois que le projet est entamé et qu'il y a un accès aux données de recherche qui a été donné, maintenant les étudiants peuvent commencer leur projet et on a différentes bourses, une bourse pour les aider à démarrer le projet et ensuite en soutien à la production scientifique par exemple et à des activités intensives de production. Donc c'est pour des gens qui ont déjà des projets de recherche au centre. Et c'est pareil pour les formations. Alors les formations sont ouvertes aux personnes qui n'ont pas nécessairement déjà qui ne mènent pas un projet des jeunes. C'est des formations qui sont offertes sur place à l'Université de Montréal. L'institution haute du SIX, c'est l'Université de Montréal. Alors, la plupart de nos formations sont données à l'Université de Montréal, souvent au cours de l'été. Et nos formations aussi sont offertes parfois sur des thématiques de recherche
Alors, l'été dernier, on a eu un atelier de recherche d'une journée sur les données disponibles sur le cancer, les données sur l'enquête sur le cannabis qui était assez d'actualité l'été dernier avec la légalisation du cannabis au Canada. Donc, c'est des formations qui sont offertes surtout aux étudiants et étudiantes qui sont déjà inscrits dans des programmes dans des universités québécoises. Autre question, monsieur? Bonjour. Je change de place. Alors, merci pour ces belles présentations. Moi, j'ai deux questions. Une première pour le beau panel qu'on a face à nous. Est-ce que dans vos enquêtes, qui sont orientées certainement au développement, est-ce que vous générez des rapports concernant des niches entrepreneuriales et des besoins en matière au niveau des entreprises qui peuvent vraiment dégager des idées de création de nouvelles entreprises, ça d'une part. Et aussi, est-ce que vous générez aussi des données qualitatives sur le côté besoin en matière de ressources humaines au niveau des entreprises? Et c'est très important aussi pour l'université d'orienter et d'adapter la formation pour aboutir à un développement important. Alors la dernière question, c'est pour vous, Madame Vincent. Concernant les formations que vous mettez à la disposition des doctorants et des chercheurs, pour les gens qui sont loin, par exemple, est-ce que vous avez une stratégie de digital comme quoi les chercheurs en Afrique qui peuvent aussi bénéficier d'un parrainage éventuel d'un formateur ou un suivi ou bien des vidéos, des cours, etc. Ça serait aussi important pour nous. Merci. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Rapidement, ou on pourra en discuter aussi après, mais non, pour l'instant, il y a certaines formations qui sont offertes en webinaire, donc oui, c'est possible de se joindre à distance, mais souvent nos formations sont assez pratiques aussi, donc ça peut être un atelier d'une journée où il va y avoir des interactions beaucoup avec le formateur sur place. Alors pour l'instant, nos formations ne sont pas vraiment orientées vers un public à l'extérieur du Québec. Très rapidement, donc est-ce qu'il y a de l'information sur les niches entrepreneuriales et disons des besoins en ressources humaines? Pour les besoins en ressources humaines, il y a une enquête qui est dédiée c'est sur je pense que c'est job vacancy, donc je pense comme les vacances. Il y a comme une enquête qui est dédiée sur les problèmes, pardon? Ouais. Disponibles ou nécessaires. Donc on demande en fait aux entreprises sur une période donnée, je pense que je peux me tromper, mais je crois que sur les 3 derniers mois, est-ce que vous avez pu pourvoir à tous vos besoins en termes de ressources? Si vous me donnez vos contacts, je pourrais vous envoyer un lien sur cette base de données, parce que je pense qu'ils ont comme certains chiffres qui doivent être disponibles sur le site de Statistique Canada. Pour les niches entrepreneuriales, je crois que la deuxième enquête que j'ai montrée sur le financement et la croissance peut permettre de faire certaines choses, mais je crois que ça serait aux chercheurs de définir exactement ce qu'ils entendent par là. Rapidement, donc sur la création d'entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'enquête ciné. Lorsque l'entreprise se crée, elle est interrogée par l'INSEE et c'est énormément de questions qui sont posées, notamment sur la thématique de création, sur les prévisions, voilà. Concernant le recrutement, il y a une enquête une fois par an en France qui s'appelle Besoin en main-d'œuvre, qui est une grosse enquête réalisée au niveau de la France et de ses régions à la demande de Pôle emploi et qui concerne les demandes de la même façon que Douard disait, quels sont vos besoins et est-ce que vous avez pu recruter, ce qui permet de calculer des taux de tension sur un certain nombre de métiers. Donc vous tapez sur Google besoin en main-d'œuvre France et vous avez tout de suite l'enquête. On n'a pas fait d'enquête vraiment sur les niches entrepreneuriales. On utilise des données sur les créations d'entreprises par secteur d'activité, tout simplement, produites par Statistique Canada. On fait des enquêtes par contre sur ce
que nous on appelle la pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est un enjeu criant au Canada. Le taux de chômage est à des niveaux historiquement faibles. Les PME ont plus de difficultés que les grandes entreprises à recruter. Puis on fait des enquêtes sur l'intensité de la pénurie de main-d'œuvre, mais les solutions qu'ils ont mises en œuvre pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, dont l'automatisation des tâches, l'utilisation des technologies. On fait des enquêtes sur ça. Merci de votre participation. Merci aux conférenciers et conférencières. Je vous invite à revenir après la pause. Et puis, pour l'instant, joignez-vous à moi pour féliciter nos participants.